Est-ce qu'on est en direct sur la page là? Tu vas tenir comme ça? Oui. C'est bon? Ok. Alors, rebonjour à tous. On est désolé du petit problème technique. On va essayer de s'adapter comme on le peut. Donc, on est toujours en compagnie de nos coachs, avec toujours coach Pascal, coach Coudray et coach Jean-Claude. Donc, c'est un petit peu difficile du coup de le faire comme ça, mais on va y arriver. On va quand même vous faire le live parce qu'on a à cœur de réussir notre mission. Donc, on va laisser les intervenants se représenter pour que tout le monde le voit bien. Et puis ensuite, on rentrera dans le vif du sujet. On va commencer par Pascal. Bonjour tout le monde. Donc je suis Pascal. Donc je suis entraîneur de basket à Saint-Jean-de-Musol. Je suis le salarié du club. Donc j'entraîne un peu toutes les catégories de mini poussins à senior et toutes les de départements en championnat de France. Voilà. Ok. Coach Hervé. Bonjour à tous, Hervé Coudray, je suis entraîneur de l'équipe du Havre en National 1 masculine. Je suis aussi cadre technique de la Fédération française de basket et je m'occupe de la formation des cadres en Normandie. Coach JC. Bonjour, Jean-Claude Coste, donc je suis professeur d'éducation physique et sportive tout d'abord, entraîneur à l'USM Saint-Jean-de-Musol en masculine. Et auparavant, donc j'ai entraîné tous les niveaux garçons de la N3, de l'assistanat Pro A. Ok, parfait. Romain, je vais répondre à ta question tout de suite. Malheureusement, il y a eu un bug chez notre technicien. Donc, on va essayer de regarder quand même le live comme ceci. Normalement, tu devrais pouvoir voir tout le monde. Petit à petit, je vais essayer de faire un panorama. Mais voilà, on va essayer. Donc, juste avant qu'on soit coupé, on était en train de parler avec Coach Coudray concernant son public actuel et comment il organisait sa reprise de saison. Donc, je lui laisse la parole. Le public que j'ai actuellement est une équipe professionnelle, à savoir que les joueurs sont disponibles matin et après-midi, ce qui nous permet de faire des séances bi-quotidiennes, ce qui nous permet aussi de faire une reprise de saison qui peut commencer 6 semaines avant le premier match officiel, puisque c'est habituellement ce que je fais, à savoir que je fais ma planification avant le premier match officiel avec 6 semaines de préparation en tenant compte du fait que dans la mesure du possible, les joueurs n'arrivent pas vierges de tout le travail pendant toute la période d'été. D'accord. Pascal, comment toi tu t'organises ? Alors ça dépend des équipes que j'ai et des niveaux dans lesquels on va évoluer. Je suis un peu comme coach il vient de dire, sauf que je mets pas 6 semaines, on va partir sur 3 semaines. 3 semaines de préparation avant le match officiel. N'hésitez pas à poser et vos en questions. fonction des équipes que je dois manager, si c'est championnat de France, bon, les jeunes ils auront entraînement, enfin les jeunes ou les joueurs ils auront entraînement quasiment tous les jours. Si c'est du région, ils en auront 3 fois par semaine, etc. Ça dépend vraiment de la catégorie et du niveau à laquelle je vais intervenir. D'accord. Toi, coach JC ? Donc moi actuellement je suis sur de la NF3, donc avec une reprise on peut espérer 4 à 5 semaines avant le début de championnat, mais avec une première semaine qui peut être quand même un petit peu éparpillée. J'ai eu la possibilité d'avoir des équipes professionnelles. Alors plus que la durée, je crois que c'est le volume d'entraînement qu'on peut différencier. C'est que grosso modo, entre une NF3 et une équipe pro, on est à peu près sur un rapport de 1 à 4. C'est-à-dire qu'une préparation d'avant-saison de NF3, ça peut être 15 à 20 entraînements, avec 3, 4, 5, 6 matchs amicaux. Et une équipe pro, ça peut aller jusqu'à plus de 60 entraînements et une dizaine de matchs amicaux. Donc on est sur des volumes qui sont totalement différents. D'accord. Moi, je vais vous donner mon cas personnel. Actuellement, je suis sur une équipe qui n'a rien à voir avec les coachs. C'est une équipe U13 filles. Alors, on évolue au niveau régional actuellement en R1. Notre reprise, elle a été un peu basse. Enfin, notre reprise, entre guillemets, elle n'est pas réellement existante. Car en fait, on
on a nos joueuses qui sont pas toutes là en fait concrètement parce que ce sont des enfants et qui sont soumis aux parents et aux vacances de leurs parents. Donc en fait, ce qu'on essaie d'organiser, c'est d'accentuer le nombre d'entraînements et le volume d'entraînement de manière à essayer d'avoir une plage un peu plus grande avant la reprise des championnats, même si hier on a évoqué que le championnat U13 entre guillemets était plus de la formation que qu'on va dire qu'un championnat qu'il faut absolument remporter. Donc voilà comment on organise un petit peu notre reprise d'été vis-à-vis de la catégorie qu'on a ciblée. Voilà. Quand vous étiez sur d'autres publics, comment vous organisiez, Coach Coudray? Est-ce que j'ai envie de parler un petit peu du secteur féminin, puisque je me suis occupé d'équipes professionnelles féminines, mais la logique, elle est la même. Je veux dire, 6 semaines de préparation. Coach JC parlait du nombre de matchs de préparation. Il est évident qu'on est toujours dans un volume de 7, 8, 9 matchs de préparation, en sachant que le premier match parfois peut aussi, puisque maintenant la Coupe de France est souvent le premier match officiel, et en fonction des objectifs que vous fixez sur le match de Coupe de France, vous pouvez rentrer ce match de Coupe de France comme le dernier match de préparation. Il m'est arrivé aussi d'avoir une équipe africaine, une équipe nationale en préparation, et là c'était encore différent puisque la préparation au championnat du monde avait duré plus de 2 mois, et en fait c'est totalement différent parce que vous avez des joueuses qui eux ont un volume d'entraînement qui est très faible dans leur pays, et il faut les mettre au niveau aussi bien physique que technique, que tactique. Et là, les 2 mois sont pas forcément quelque chose de trop important. D'accord. Est-ce que là actuellement, tu es sur un secteur professionnel. Quand tu avais des équipes, par exemple de catégorie U13, U15 ou U18, est-ce que tu fonctionnais de la même manière? Non, on est lié au fait qu'ils doivent revenir que lorsque leurs parents sont rentrés de vacances, et donc là c'est plutôt une reprise je veux dire étagée, à savoir que certains ne partent pas en vacances, et quand vous avez décidé de reprendre à partir du 20 août, et ben ils sont là, mais il y en a d'autres qui sont pas rentrés de vacances. J'avais plutôt tendance à faire une reprise en faisant, je veux dire, un open gym. Le gymnase il est ouvert à partir de telle date, et on peut accueillir beaucoup de personnes au départ, enfin quand je dis beaucoup de personnes, de plusieurs catégories, de manière à les remettre dans le bain, que ce soit physique, mais que ce soit aussi toucher la balle, jouer, et peu importe les catégories. Et puis progressivement, ça je veux dire c'est sur la première semaine, on va dire entre la semaine du 15 au 26 août ou 22 août, la première semaine on va dire. Et puis progressivement, quand les gens commencent à revenir, on rentre dans des formations ou des entraînements par équipe et par catégorie d'âge. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on pouvait avoir des U13 qui pouvaient sur la première semaine s'entraîner avec des gens un petit peu plus âgés, ce qui leur permettait de les tirer un petit peu vers le haut et de leur mettre le pied à l'étrier assez facilement. Et au lieu de s'entraîner à 2 ou 3 parce que tout le groupe était parvenu, ça pouvait créer une dynamique de club d'abord et une dynamique d'entraînement, parce qu'on pouvait avoir des groupes qui étaient de plus d'une dizaine, et ça c'est plutôt intéressant. D'accord, coach. Coach JC, comment toi tu organises ta reprise? Ça marche? Oui, ça marche, il n'y a aucun problème, JC. Oui, actuellement là, sur la NF3, le début de préparation est un petit peu comme vient de le dire Hervé, c'est-à-dire que au gré des retours de vacances, et donc sur une première semaine ou les 10 premiers jours, avec des entraînements qui peuvent être incomplets, je crois qu'il faut faire aussi attention sur cette période-là. Si on peut espérer de joueurs professionnels qu'ils arrivent dans une forme physique de sportif de haut niveau, ou en tous les cas d'un certain niveau, on peut sûrement un petit peu moins l'espérer de la part de joueurs ou de joueuses dont le basket est juste une passion et pas un métier. Et qu'il faut à ce moment-là faire attention à l'impatience du coach qui pourrait vouloir attaquer très fort dès le départ,
avec toutes les conséquences que ça peut avoir, parce qu'en fait, on veut commencer très vite, parce qu'on veut très vite amener son équipe au niveau espéré. Autant maintenant, c'est les blessures qui vont arriver très très vite, les entraînements, et que je crois que l'objectif de départ de la préparation, c'est d'abord de garder tout le monde en bonne santé, et de ne pas jouer à des apprentis sorciers de préparateurs physiques que nous pourrions être, et d'être assez modeste quelque part dans ce que l'on peut faire sur les 2-3 premières semaines de préparation. Cela me permet de rebondir sur ce que tu viens de dire. Où est-ce que toi tu places la préparation physique dans ta reprise? Partout. Bah, est-ce que déjà tu es un préparateur physique ou pas du tout? Et comment tu organises ta prépa physique? Est-ce que c'est clairement un cycle défini ou est-ce que tu essaies de l'incorporer à l'intérieur du basket? Oui, pour faire le lien entre les deux niveaux que j'ai eu, je suis passé du Saint-Vallier Basket Drôme Pro B avec donc des entraînements évidemment quotidiens ou bi-quotidiens, à 2 entraînements par semaine en National 2 féminine à Saint-Jean-de-Musol. Et je trouve que ça a été une période, moi, de mon entraînement qui a été très intéressante. C'est-à-dire quand on passe d'un gros volume à 2 entraînements par semaine dans la période régulière, il faut effectuer des choix et il faut obligatoirement faire des organisations d'entraînement qui intègrent la préparation physique dans l'entraînement. On peut, sur les 3 premières semaines, parfois avoir des séances un peu plus spécifiques, mais je crois que à partir du moment où on a 2 ou 3 entraînements par semaine, c'est difficile de ne faire que de la préparation physique dans une durée relativement importante. C'est sûr. Pascal, toi, comment tu organises ta reprise? Un peu comme tout ce que je viens d'entendre là, c'est-à-dire que moi j'aime bien commencer avec un groupe le plus élargi possible. Donc en amont, avant la fin de saison, je prends déjà la température de ceux qui partent en vacances, de quand est-ce qu'ils vont revenir, etc. Et ça c'est sur les jeunes, donc j'essaie de voir quand est-ce que j'aurai le plus grand nombre. Et généralement, je reprends autour du 20 août parce que c'est là où tout le monde revient, généralement, tout le monde est là, à peu près. Et il y en a toujours 1 ou 2 qui sont pas là, mais généralement, je reprends toujours à ce moment-là de la saison. D'accord. Est-ce que toi, tu as accès à un préparateur physique, pas du tout? Pardon? Est-ce que toi, tu as affaire à un préparateur physique ou est-ce que c'est toi le préparateur physique et comment est-ce que tu places la préparation physique là-dedans? Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir une formation dessus sur la prépa physique quand j'étais à l'Élan Chalon. On a eu j'ai pas le diplôme, mais j'ai toutes les notions de prépa. Alors, moi, la prépa, elle est englobée dans l'entraînement. C'est-à-dire, il n'y a pas de jour, aujourd'hui, on va faire, c'est englobé dans l'entraînement, en fait, la prépa physique. Ok. Dans la séance, on va dire. Ok. Où est-ce que tu places la préparation mentale aujourd'hui sur nos jeunes, sur les groupes que tu entraînes ou les groupes que tu as entraînés? Tout le temps. Tout le temps. Il n'y a pas. Je veux dire, la prépa mentale, c'est faire en sorte que le joueur il soit prêt à encaisser tout ce qu'il va avoir dans la saison. Donc c'est quasiment tout le temps. Tout le temps. Discuter avec les joueurs. Savoir comment ils ont ressenti l'entraînement, comment ils ont ressenti un match, etc. C'est quasiment tout le temps. Il n'y a pas un moment donné dans la saison où je vais placer en disant, bon, voilà, on va se concentrer que là-dessus. Moi, c'est quasiment toute l'année. C'était la question que j'allais te poser, c'est comment est-ce que tu la matérialises, mais tu viens d'y répondre, donc c'est excellent. Coach Coudray, comment toi tu places la préparation mentale dans ton groupe? Ou sur ton groupe, pardon? Je travaille pas avec un préparateur mental. Je pense que l'intérêt d'avoir un préparateur mental, c'est avoir un préparateur mental à condition qu'il soit là depuis le début de la saison jusqu'à la fin. Je ne crois pas je vais dire un petit peu au préparateur mental qui arrive au cours de saison quand tout va mal. Parce que les joueurs, je l'ai vécu, où le président avait fait intervenir
un préparateur mental alors que le groupe n'avait pas les résultats escomptés. Et en fait, ça avait provoqué l'effet inverse, à savoir que les joueurs ne se livraient pas à quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est pour ça que la réponse du coach précédent me va bien. Je crois que la préparation mentale, ça se passe chaque jour. Au contact du coach avec son staff et les joueurs, de manière à jouer sur l'estime de soi, sur la confiance et sur la capacité à justement être capable de libérer toute l'énergie que chaque joueur peut donner et l'agressivité qu'il peut donner de manière bien placée lors des matchs et lors des entraînements. Je crois que lorsque vous êtes capable d'avoir un groupe en confiance, le groupe travaillera mieux à l'entraînement et sera plus performant lors des matchs, et en particulier sur les matchs importants. D'accord. Coach JC, que pourrais-tu rajouter par rapport à Hervé, ou simplement me donner ta vision de la chose par rapport au préparateur mental? Ouais, je crois qu'on est sur les niveaux, on peut être que modeste par rapport à ça. Je crois que préparation mentale, ça fait un terme un petit peu élaboré. Je crois que c'est un ajustement des relations humaines qui va être le début de la préparation mentale. Je crois que c'est ça. Ensuite, je pense que ce qui est important, c'est que aussi on apprenne aux joueurs ou aux joueuses à savoir s'entraîner, et aussi qui part d'abord du mental. Je crois que on a aussi des joueurs et des joueuses qui ont parfois du mal à savoir s'entraîner, c'est-à-dire à donner tout ce qu'ils peuvent donner le jour de l'entraînement et à faire quelque chose qui est de qualité. Et ça demande d'avoir un certain mental. Et je crois que c'est la première des choses dans la préparation mentale. Après, quand on côtoie les gens beaucoup plus souvent, je crois qu'il est important d'arriver à organiser des moments, pour l'avoir vécu notamment sur les niveaux professionnels, où c'était peut-être un peu plus personnel pour moi, mais en tous les cas, je crois que les coachs, de temps en temps, on va vers les joueurs quand ça va mal. On va leur parler quand ça va pas bien. Et être capable d'aménager des temps d'échange qui sont juste en dehors de ces temps où cela ne va pas, c'est important, parce qu'on peut du coup être sur une autre base d'échange. Sinon, ça veut dire que l'échange va partir sur tu ne fais pas ça, tu n'as pas fait ça, je te reproche pas. Et à partir de là, c'est un échange qui est plus négatif qui s'opère. Donc les coachs, nous avons une question de notre ami Didier Clément. Peut-on parler de préparation mentale ou plutôt de contrôle et de suivi mental? Next question. si nous... Je sais pas, plus que la préparation mentale, c'est aussi faire en sorte que le groupe vive bien ensemble. Quand Jean-Claude parlait d'apprendre à s'entraîner, c'est aussi faire en sorte que le groupe permette à tout le monde de pouvoir s'investir complètement, et quand je dis complètement, c'est y compris mentalement dans l'entraînement. Un groupe qui vit bien, ce sera plus facile d'accepter de la dureté à l'entraînement, ce sera plus facile d'accepter une agressivité défensive importante, alors qu'un groupe qui vit mal, ce sera plus difficile de l'accepter, et en fait je crois que dans l'aspect mental il y aura aussi ça, il y aura le fait que tout ce qui est team building, tout ce qui est développement ou recherche de relations humaines satisfaisantes, ou en termes où on peut avoir la capacité justement à aller au-delà de ce qui se passe sur le terrain de basket, pour faire en sorte que les joueurs, et je pense en particulier au groupe féminin, où les relations humaines sont encore plus importantes pour travailler de manière efficace. Coach JC, Coach Pascal, quelque chose à ajouter par rapport à cette réponse? Non. Ouais, je rebondis un petit peu ce que disait Didier sur l'aspect contrôle. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'il attend. Moi, je crois que le but ultime qu'un coach doit avoir, c'est de rendre ses joueurs ou ses joueuses autonomes. Alors, c'est très, très, très difficile.
on a parfois tendance à être un petit peu, à vouloir conserver cette notion de chef, qui serait la notion de l'entraîneur qui dirige tout et qui indique tout. Et je crois que la capacité à pouvoir créer une autonomie chez les joueurs et les joueuses qui sont en définitive les décideurs du terrain, c'est aussi du registre de la préparation mentale et de ce qu'à un moment donné on doit avoir comme relation et comme possibilité qu'on donne aux joueurs ou aux joueuses de faire pendant les entraînements ou pendant les matchs. D'accord. Ok, coach. La question qui va peut-être nous apporter quelques éléments de réponse. Comment faites-vous pour donner goût à une joueuse ou un joueur qui a beaucoup de mal avec la préparation physique ou la préparation de reprise après 1 ou 2 mois de disette, allons-nous dire. Coach Pascal? Alors, on parlait tout à l'heure de confiance, la façon d'emmener les choses. C'est que quand on travaille avec un groupe, les joueurs, les joueuses, au bout d'un certain temps, commencent un peu à connaître les coachs. Et la notion de confiance est très importante pour que justement le joueur ou la joueuse puisse adhérer à ce que le coach va mettre en place. Pour que les choses se passent bien, quoi. Je pense qu'il faut une grande confiance entre le joueur et le coach. Coach Coudray? Mais en fait, ça dépend aussi de la manière dont vous abordez la préparation physique sur les temps de reprise. J'ose imaginer, et pourtant je sais que ça se passe, lorsque on joue en National 3, que ce soit garçon ou fille, qu'on s'entraîne 3 fois par semaine ou 2 fois par semaine, si vous commencez les 2 ou 3 premières semaines sans toucher le ballon et en faisant que de la préparation physique, commencer par aller courir, je pense que c'est tout à fait naturel que les gens qui rentrent de vacances pour jouer au basket soient un peu réfractaires à ce type d'entraînement. Et je pense que, y compris au niveau professionnel, le fait de faire une préparation physique intégrée au basket est quelque chose qui me semble plus satisfaisant dans l'aspect mental et dans la façon d'accepter de revenir. On sait que de toute façon, après un temps de repos pendant l'été, on risque de souffrir un peu. Si on souffre en faisant quelque chose qui n'est pas intégré au basket, c'est encore un peu plus difficile parce que c'est non seulement difficile physiquement, mais c'est aussi difficile mentalement. Ok, coach, comment tu organiserais toi ta préparation physique, ou en tout cas comment intégrerais-tu les notions physiques sur un groupe de jeunes? Ouais, moi je pense que l'aspect physique sur les groupes de jeunes, il n'y a pas de séance spécifique. Tout doit être intégré au basket, tout doit être intégré au jeu, à l'entraînement, et c'est simplement les formes, les exercices qui font que de toute façon il y aura l'intensité parce que justement vous êtes capable de toujours enchaîner attaque-défense et que les rotations reviennent très rapidement pour que justement vous puissiez travailler et le cardio à l'intérieur de votre entraînement basket. Et quand on est capable d'avoir des groupes à 12 ou à 16 à l'entraînement, c'est relativement, je vais pas dire forcément facile, mais c'est possible de le faire de manière intégrée. D'accord, coach. Je reviens un tout petit peu à la question d'avant, Florian. Vas-y, coach, pas de problème. Je crois d'abord que ce soit la préparation physique en début de saison. Je crois qu'il faut vraiment maintenant se sortir dès que la préparation physique, ça pourrait relever de la sanction. On a tous vécu une période dans nos entraînements où l'exercice physique était la sanction de séquences de jeu qui n'étaient pas des séquences de jeu réussies. Le célèbre suicide, c'était quand même pas extrêmement fondé en termes de préparation physique. Donc je crois que l'idée de faire aimer entre guillemets la préparation, d'abord il faut distinguer là-dessus. Après je crois qu'une des clés c'est quand même la progressivité, c'est-à-dire que de bien
programmer son entraînement pour que justement ce soit la juste charge qui corresponde au niveau actuel que peuvent avoir les joueurs ou les joueuses. Après, Hervé a parlé de la forme d'entraînement et donc de l'intégrer. Et puis je crois que le niveau qu'on pourrait amener au-dessus pour que chacun puisse y trouver son compte, c'est d'aller vers une individualisation de la préparation physique. Mais là, effectivement, il faut avoir un petit peu de temps, peut-être avoir un préparateur physique, pour pouvoir du coup tester ses joueurs pour vraiment avoir une adaptation. Et je pense que notamment le joueur ou la joueuse professionnelle, à partir du moment où on individualise, comprend effectivement quand même qu'on va complètement dans son sens et qu'on leur propose à ce moment-là des contenus qui sont complètement adaptés à leur niveau et à leur progression individuelle. Très bien, coach. Et ce qui les fait encore plus adhérer au travail physique, c'est que lorsqu'on l'individualise, il ou elle voit énormément leur progrès et se disent que pour la saison, pour leur futur contrat, c'est quelque chose d'intéressant. Et en fait, ils deviennent acteurs de leur projet. Ils ne sont plus en train de suivre ce que vous leur demandez de faire, mais ils sont en train d'être acteurs et pour certains sont même demandeurs de travail spécifique complémentaire. Ok, coach, super. Nous avons une question. Juste pour donner un exemple. Vas-y, Jean-Claude. Pour donner un exemple très précis. Quand j'étais à Saint-Vallier en National 1, donc on a petit à petit pu travailler avec un préparateur physique. Et sur les 4 ans de la National 1, avec l'intérêt de la préparation physique qui était programmée, mais programmée tout au long de la saison, parce que on parle de la préparation d'avant-saison et parfois aussi une des erreurs, c'est de faire la préparation physique en avant-saison et puis ensuite de ne plus en faire totalement. Sur les 4 ans qu'on a eu en National 1, on a eu une blessure musculaire. Donc je crois que l'intérêt individuel et collectif, c'est aussi de rentrer dans une préparation qui est progressive, étagée, programmée. Très bien, coach. Nous avons une question de Franck, ou plutôt une remarque. Il nous dit, il me semble que la préparation mentale débute par la multiplication des échanges individuels et collectifs, amener le groupe que l'on pilote à s'exprimer sur le projet commun. Qu'avez-vous à répondre par rapport à ça? J'ai pas entendu ça. Alors, Franck, il nous a dit, il me semble que la préparation mentale débute par la multiplication des échanges individuels et collectifs, amener le groupe que l'on pilote à s'exprimer sur le projet commun. Projet de jeu. Non mais c'est un terme qu'on emploie beaucoup, le projet, actuellement. Depuis quelques années, je suis un vieux coach, donc je vois les évolutions des modes. Et c'est vrai que depuis 10 ans, dans tous les sports collectifs, ce qu'on entend parler, c'est du projet de jeu. Il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 25 ans, on ne parlait pas de projet de jeu. Donc maintenant, c'est une forme de pensée. Moi, je ne crois pas que ça passe que par, ou principalement par les échanges individuels. La préparation mentale, je crois que c'est une notion à la fois individuelle, mais c'est aussi à la fois une notion collective. C'est ce que disait à un moment donné Hervé tout à l'heure. Donc, je crois qu'il y a les deux. Je crois que cette notion autour de l'échange de l'équipe, c'est une notion qui est à double tranchant. Ça dépend ce qu'on veut y mettre derrière. Tout à l'heure, je parlais de l'autonomie du groupe. Une des extrémités de l'échelle de l'autonomie, c'est le laisser faire. Et l'autre côté, c'est être, entre guillemets, un coach un peu dictatorial. Donc je crois qu'après, les curseurs entre les deux relèvent aussi de la sensibilité de chacun, et puis des compétences que l'on a, et de la capacité à se mettre par rapport aux joueurs dans une forme de lâcher-prise qui est plus ou moins importante. D'accord, coach, merci pour cette réponse. Alors nous avons une dédicace pour toi, Jean-Claude, et après nous avons une question de notre ami Didier. Alors Jean-Claude, tu as une dédicace de Nordine de Radji, qui dit « Jean-Claude avait ce talent de tirer le meilleur de chaque joueur et de rendre meilleur chacun dans son registre, et vu les joueurs qu'il avait à l'époque, c'était pas gagné. De Radji, Sabin, Mansouri et Morin. » Bon, pour le moment, je confirme. C'est gentil, Nordine. Et nous avons donc une question de coach Didier Clément. Avantages et inconvénients à travers vos expériences d'une formule stage délocalisée en prépa. Vous avez entendu la question, je vous la repose? Ouais, repose-la, s'il te plaît. Je la repose.
Alors, avantages et inconvénients à travers vos expériences d'une formule stage délocalisée en prépa. Ok. Je réponds sur une première partie. L'avantage d'abord de faire un stage, c'est d'abord d'avoir un volume d'entraînement qui peut être plus important. Et la deuxième chose qui me semble important, en particulier sur des groupes qui ne s'entraînent pas énormément, c'est d'apprendre à se connaître et de mettre, je pense en particulier au coach, d'être capable de mettre en place ses règles de vie, ses règles d'entraînement, pour que justement on soit bien concentré sur le basket, ce qui est plus difficile de mettre en place lorsque vous venez 1 heure et demie à l'entraînement et vous revenez 2 jours après, où il y a des choses qui s'oublient. Je crois que le fait de faire un stage, vous avez le groupe sous la main 4 heures sur 24, c'est un avantage, c'est que vous pouvez vraiment mettre en place ces règles de fonctionnement, faire du travail physique en plus. Et l'inconvénient, si on veut, c'est l'inconvénient de vivre dans un groupe fermé, avec les risques que ça peut comporter, à savoir que lorsque vous vivez ensemble sur des périodes un peu longues, ça peut être de temps en temps difficile à vivre pour certains, mais c'est aussi la vie d'un groupe, et un groupe qui réussira, c'est un groupe qui sera capable de passer au-dessus de son intérêt personnel et de mettre l'intérêt collectif en priorité. Merci coach. Pascal, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ce que le coach vient de dire ? Non, pas tellement, mais je dirais juste que le fait de faire un stage de prépa, ça permet aussi au groupe d'unir un peu, de se connaître les uns par rapport aux autres. Et comme il disait tout à l'heure, le coach également de voir aussi, parce que de temps en temps il y a des éléments qui sortent de ce stage, et de voir un peu aussi les éléments forts de ton groupe. Ok. Coach JC, quelque chose? Oui, je pense que sur les groupes pro, on passe beaucoup de temps ensemble, y compris plus de temps dehors du terrain que sur le terrain, parce que les déplacements sont longs, parce qu'on part la veille, etc. Donc, on voit les gens très très souvent. Avec des équipes d'un plus petit niveau, on peut en définitive connaître les gens en dehors du terrain, parce que on fait 2 entraînements par semaine, parce que le déplacement du dimanche, on part à 13h pour jouer à 15h et on revient assez vite. Et le stage peut aussi permettre, sur des niveaux où on se voit peu, de voir comment les gens vivent en dehors d'un terrain de basket. Et c'est important, à des moments donnés, de voir les gens vivre et de voir comment les gens se comportent les uns par rapport aux autres, en dehors du moment où on a un maillot et un short de basket. Super coach, merci de ta réponse. Est-ce que vous donnez du travail à vos joueurs pendant les vacances? Est-ce que vous donnez un document? Est-ce que vous leur demandez quelque chose? À part de garder la forme physiquement, l'avantage c'est que là on a 3 niveaux, on va dire, différents de public. Donc coach JC, comment toi tu organises cette intersaison? Non, je vais pas dire que je donne du travail pendant les vacances. Il y a un retour à la vie sportive que je donne et que j'espère que les joueuses ou les joueuses pratiquent sur les 2 ou 3 semaines avant la reprise, pour qu'on ait un public de sportifs quand ils sont en notre présence dans la salle. Mais sur le niveau où je suis, c'est difficile d'obtenir, d'espérer un travail conséquent, efficace sur l'intersaison, hormis les 2 ou 3 semaines avant la reprise des entraînements. Merci coach. Coach Coudray? Oui, le préparateur physique prépare quelque chose pour l'été. En fait, c'est pas parce que vous transmettez à vos joueurs que vous êtes sûr qu'ils vont le suivre. Et quand bien même ils le suivraient, il y a peut-être des joueurs d'expérience qui ont aussi leur routine d'été.
Et la meilleure période pour progresser dans le domaine de la musculation, par exemple, ou de se renforcer au niveau musculaire, c'est sans doute la période d'été. Et autant dans la période, je vais dire, de compétition ou un petit peu moins de préparation, mais dans la période de compétition, en termes de musculation, on fait plutôt de l'entretien que du développement. Et le système américain l'a bien compris, et les joueurs mettent énormément l'attention sur le travail physique en dehors de la période de saison. Donc, pour répondre à la question, oui, je donne un programme de préparation physique qui lie non seulement le cardio, mais le renforcement musculaire ou la préparation musculaire dans un premier temps, de manière à surtout être capable, je vais dire, d'encaisser ou d'être prêt à la reprise au niveau physique. Mais c'est pas parce que vous envoyez que vous avez 100% l'assurance que tout le monde fait exactement ce que vous avez prévu. Merci coach. Coach Pascal. Alors, ouais, c'est bien une question parce que pendant un moment, je donne moi des fiches à toutes mes équipes en fin de saison. Et je me suis rendu compte qu'au final, très peu en faisaient. Donc du coup, j'ai arrêté de donner des fiches et donc à la reprise en fait on fait des séances de rattrapage en fait pour essayer au maximum de revenir correctement physiquement. D'accord. On a déjà répondu à peu près à cette question que je vais poser, mais il y a des gens qui nous rejoignent en même temps, donc du coup on va la reposer pour avoir une réponse, on va dire un peu plus complète de chacun. Comment vous organisez votre reprise, c'est-à-dire quel volume d'entraînement, quel contenu d'entraînement, où est-ce qu'on place le basket à l'intérieur de tout ça, voilà, tout ça. Coach Coudray? J'ai répondu un petit peu tout à l'heure. C'est pour ça. J'ai plutôt l'habitude de travailler sur 6 semaines avant le début de la saison, avant le premier match de préparation. J'ai aussi plutôt des habitudes qui sont autour de 7, 8, 9 matchs de préparation pendant cette période, en sachant que sur les 10, 15 premiers jours, je ne fais pas de match de préparation. Jean-Claude faisait référence à la progressivité dans la reprise. J'ai l'habitude d'immédiatement rentrer dans le basket, que les joueurs reprennent des sensations avec le ballon, que ce soit sur le dribble, que ce soit sur le tir, et plutôt l'habitude de ne pas faire d'opposition sur les premières séances, de manière à éviter les risques de blessures, parce que on récupère des joueurs qui sont plus ou moins préparés, et j'attends 2-3 jours pour faire de l'opposition véritablement au niveau du basket. D'accord, coach Jean-Claude? Oui, je crois que sur l'organisation de la préparation, sur le niveau où je suis, c'est effectivement d'être dans le basket, sachant que petit à petit, me suis arrivé à trouver des formes d'exercice qui étaient à la fois avec du basket et qui correspondaient avec des objectifs de préparation physique, notamment sur de la VMA. Alors évidemment, avec des formes du coup de basket, avec peu de consignes pour garder l'intensité et les durées d'intensité et arriver à aménager l'exercice pour qu'on ait une alternance d'effort et de repos qui correspondent à ce qu'on pourrait faire en préparation physique, sachant que ce qui est extrêmement difficile à ce moment-là, effectivement, c'est d'être précis, d'avoir quelque chose qui est extrêmement individualisé. Mais voilà, ce qu'on le disait, on en parlait tout à l'heure, lier les deux, à la fois le basket et à la fois la préparation, je pense que c'est incontournable. Et puis dès le départ, effectivement d'être dans le jeu en travaillant sur ce qui vont être les incontournables de la saison. Je prends un exemple. Toute la saison, en définitive défensivement, on va défendre
sur les mêmes formes de jeu. Alors, je ne parle pas des formes de jeu 5 contre 5. On va défendre sur les mêmes formes de jeu à 2 ou à 3. Un écran ligne de fond pour un intérieur, un extérieur pour un intérieur, on va en avoir toute la saison. Évidemment, les pick and roll, on va en avoir toute la saison. Les défenses, par exemple, sur des staggers, on va en avoir toute la saison à faire. Donc, on peut très bien être dans le jeu sur des formes de jeu à 2 ou à 3 et travailler des principes généraux défensifs qu'on va utiliser toute la saison. Et voilà, je pense que c'est autour de ça qu'il est intéressant de travailler dans la préparation. Coach Pascal? Ouais, mais comme je disais moi tout à l'heure, moi j'ai des jeunes joueurs, donc ça dépend vraiment l'équipe que j'ai, si c'est des niveaux régional ou niveau départemental, voire même niveau championnat de France. La reprise, je la faisais toujours autour du 20 août comme ça, et donc c'est 3 semaines avant la reprise du championnat. Et donc la prépa en fait elle se passe autour du jeu, quoi, autour du basket toujours. Ok. Question importante, où plaçons-nous le plaisir dans cette reprise? Que je sais? Il n'y a pas de moment, c'est vraiment partout. Le plaisir déjà de se retrouver, c'est déjà énorme. Alors imaginons, prenons un exemple concret, un joueur qui aime jouer au basket, qui a besoin de jouer au basket, mais qui n'aime pas du tout la reprise. Comment allons-nous lui faire trouver du plaisir? Au groupe. Par le groupe. Coach JC? Grâce au groupe, je pense. Oui, je crois que c'est une des bonnes réponses qui est justement de comprendre aussi que le rôle de chacun, c'est d'être une aide au travail et à l'efficacité de l'équipe. Après, c'est sûr que les profils psychologiques font que chacun réagit plus ou moins bien à certaines situations. Il y a une phrase qui dit que la discipline est une motivation. Donc la difficulté est une motivation. Le fait d'être capable de dépasser les obstacles est une motivation. Certaines joueuses ou certains joueurs on n'arrive pas à sentir ce que ce genre de phrase ou ce que ce genre d'idée peut révéler. Donc il faut les aider à comprendre que justement surmonter une difficulté, ça peut être un plaisir. Donc il faut la rencontrer, donc il faut l'affronter. Coach Hervé? Non, pas de dimension, pas d'exemple précis supplémentaire. Je crois que vous avez donné les exemples. Je crois que tout ce qui est aspect relationnel peut permettre justement d'emmener quelqu'un qui pourrait être en difficulté au départ. Et c'est justement, je crois que Jean-Claude parlait d'une maxime, mais moi j'en ai une que j'utilise assez fréquemment, c'est tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et quelqu'un qui serait dans la difficulté au départ, l'idée du groupe, pouvant l'aider à passer sur ce début de saison qui pourrait être compliqué, c'est une porte qui me semble intéressante. Ok, merci coach. Disons que par rapport au stage de reprise, est-ce que, donc il y en a certains qui vont effectuer un stage de reprise, d'autres qui ne vont pas le faire. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'un stage de reprise pour notre groupe est une vérité? Pascal? C'est pas forcément une vérité. Ce serait trop réducteur de dire que faire un stage c'est très bien. Non, c'est pas une vérité. C'est selon Alors déjà il faut avoir les moyens de faire un stage à l'extérieur de ta structure déjà. Et après selon la manière de fonctionner du coach, il y a des coachs qui ne fonctionnent pas avec des stages de reprise. Donc c'est pas forcément une vérité en soi. C'est selon comment le coach y travaille, je pense. Coach Coudray? Non, moi j'ai fait des débuts de saison avec stage et d'autres sans stage. C'est bien, par exemple, vous savez, quand vous êtes coach et que vous arrivez dans un nouveau club, pour mettre votre empreinte sur le groupe, sur vos habitudes d'entraînement, c'est quelque chose d'important et d'intéressant. Quand vous avez un groupe qui est en particulier qui est renouvelé, mais
à sa marge, à savoir que vous avez conservé beaucoup de joueurs de l'année précédente, que vous étiez déjà en place. Les habitudes sont déjà là et on peut très bien fonctionner sans le stage de reprise. Je crois que même sans faire un stage de reprise, on peut très bien imaginer quelques moments de vie en commun en dehors du terrain, tout en restant sur place. Ne serait-ce que faire un entraînement le matin et l'après-midi et un repas en commun le midi, ou faire un entraînement et faire quelque chose après, style, il m'est arrivé d'emmener mon groupe pour faire des escape games, pour les mettre dans des situations un peu différentes, style de la courbe branche, de manière à les voir dans des situations différentes et voir un petit peu à l'intérieur du groupe qui pouvaient être les leaders, qui pouvaient être les gens qui se mettaient en difficulté, ou quels étaient les joueurs qui pouvaient justement aider les joueurs en difficulté. Voilà, il n'y a pas de vérité, hein. C'est pas parce que vous faites pas de stage que vous n'arriverez pas à créer un groupe qui fonctionnera bien. Coach JC. Je crois qu'il faut qu'on voit, il faut qu'on voit aussi avec les moyens que chacun peut avoir, que chaque club peut avoir. Un stage, c'est pas passer une semaine avec le d'Huez, non plus, hein. C'est pas, c'est pas que ça. Moi, j'ai fait une préparation avec la NF2 à l'époque à Saint-Jean. On avait fait sur le samedi 2 entraînements, puis le dimanche matin, on était venu autour de chez moi faire une course d'orientation avec un barbecue à la clé. C'est une forme de stage qui est adaptée à un niveau de pratique, aussi à un certain plaisir qu'on peut rencontrer. Voilà, je crois que donc il y a plein de choses qui peuvent se faire sans que ce soit partir à 300 km pendant 5 jours et en s'entraînant 3 fois par semaine dans des lieux très, très différents de là où on est d'habitude. Très bien, nous avons une question d'Alex. Comment prendre la préparation d'avant-saison? Vous travaillez la cohésion d'équipe avec une équipe qui se connaît peu ou pas? Par exemple, avec une entente avec 2 clubs? Oui, je crois que c'est un petit peu du même domaine que ce que l'on vient de répondre. Je crois que ce qu'a dit Hervé tout à l'heure est juste. Est-ce que le groupe est un groupe qui est constitué, ou est-ce que c'est un groupe nouveau qui est en train de se constituer? Parce que, par exemple, je sais pas, sur une équipe pro, on peut très bien avoir une année, moi j'ai eu ça, une année, où j'ai eu 6 nouveaux joueurs sur 9. L'année d'après, j'en avais 9 sur 10 qui étaient déjà là. Il faut concevoir du coup les avant-saisons de manière différente. Donc, pareil maintenant, on a beaucoup de CTC qui peuvent faire que les équipes sont en train de se constituer. Je crois que là, c'est à chacun de connaître comment est son groupe et de prévoir les séquences qui permettent des regroupements et de voir, je pense, ce qu'on a dit tout à l'heure, de voir les gens dans d'autres conditions que celles simplement d'être sur un terrain de basket avec un ballon en main. Merci coach. Avant de conclure cette intervention, n'hésitez pas à poser encore vos questions. On va y répondre pendant les conclusions. Si coach Pascal, nous avions à retenir 3 points clés sur une reprise d'été, en sachant qu'il n'y a pas de vérité, quels seraient-ils pour toi? Je dirais connaître son groupe. Déjà, ce groupe on part, les dates de reprise et programmation. Ok. Coach Hervé? Allô? Oui, on t'entend, coach. Alors la question elle était à moi, hein, parce que j'ai pas entendu si c'était Jean-Claude qui devait répondre ou c'était moi. C'est à toi. Oui, je pense que de toute façon, c'est la planification et de l'été et de ce que l'on va faire lors de la reprise collective qui va être une chose importante. Donc la planification. La deuxième chose, c'est d'être capable d'avoir une progressivité pour passer de je m'entraîne moi et mon équipe, je m'entraîne moi contre une autre équipe, enfin, quand je dis moi c'est mon équipe contre une autre équipe, et à l'intérieur de ça, dans la progressivité, c'est essayer d'avoir justement des matchs
préparation qui soit justement un peu progressif par rapport au niveau. Moi, il m'est arrivé de mettre de jouer contre des équipes d'un niveau peut-être un petit peu plus faible au départ, et puis voir avec des niveaux qui soient au-dessus de mon équipe, pour que justement on ait une équipe qui monte en régime pour arriver lancée sur la saison et sur les matchs officiels. Avant d'avoir la conclusion de coach JC, on a une question de Didier Clément. Ok pour la préparation des joueurs, mais quid de la préparation du coach en avant-saison? À quel moment préparez-vous votre saison? Dès la fin de saison précédente, vous prenez un peu de recul au plus près du début de saison. Coach JC? Ou Pascal, peu importe. Ça dépend si on répond sérieusement ou pas à Didier. Bon, si on répond très très sérieusement et Didier pose la question, il était très très bon parce que j'ai encore ses documents. La logique voudrait que chaque coach ait son book où il a tout préparé avant son début de saison. C'est-à-dire qu'il sait exactement ce qu'il veut faire dans sa saison. Il a programmé, pas de A à Z, mais en tous les cas, il a vraiment prévu ce qu'il a fait et c'est écrit. Et Didier le faisait pour chaque saison et pour chacune de ses équipes de manière extrêmement précise. C'est un exercice auquel tout le monde devrait s'astreindre et en tous les cas au moins s'essayer une fois parce que c'est extrêmement important. Plutôt que d'être un petit peu le coach parfois latin que l'on est capable d'être, qui est surtout capable d'improviser plus que de programmer. Pour continuer avec ça, Hervé, nous avons une petite dédicace pour toi de Didier. Pour Hervé, je sais, c'est une semaine de vacances à Autran. Moi, je pensais que c'était la réponse qu'on allait donner en premier. C'est pour préparer une saison, c'est venir faire une semaine de camp STC à Autran, parce que c'est l'occasion. Et on le dit de manière en riant un peu, mais c'est pas que en riant, c'est parce que c'est l'occasion et le seul moment de l'année où on peut se retrouver entre coachs. Et on peut échanger et c'est un petit peu un camp de basket, un camp de vacances pour les jeunes, mais c'est aussi un camp d'échange entre les coachs. Je me souviens de discussions très tardives avec des coachs sur des thèmes divers et variés, et c'est aussi une façon de se remettre un petit peu au travail. Et quand je dis au travail, c'est d'avoir la réflexion basket, alors qu'on a peut-être pu décrocher pour certains pendant le mois de juillet, et là justement cette semaine-là, c'est la semaine qui nous dit allez hop, maintenant c'est reparti, je me remets dans ma saison, tiens, toi tu faisais quoi sur Omahomme, tu défendais comment sur les écrans, et ça permet d'échanger et d'enrichir son basket, et quand Didier lui préparait sa saison, je pense que les échanges permettaient aussi de temps en temps de pouvoir faire évoluer le fond de jeu, le collectif, offensif ou défensif de mon équipe pour l'année à venir. Coach JC, Didier te remercie. Et Pascal, qu'est-ce que toi tu répondrais à Coach Didier? Je pense que Jean-Claude a quasiment tout dit dans sa réponse. Hein. J'ai pas plus de choses que ça à rajouter par rapport à ce qu'il a dit. Ok, ça marche. Donc nous allons passer à la conclusion avec de Jean-Claude du coup, puisqu'on a eu celle de coach Hervé et coach Pascal. On va avoir celle de coach JC. Pour parler du côté du coach, quand on arrive en saison, c'est souvent un moment un peu d'exaltation, d'excitation, parce que on a un nouveau groupe ou un nouveau challenge et qu'on veut évidemment mieux faire que l'année d'avant. Donc on s'est beaucoup documenté, on a beaucoup préparé. Je crois qu'il faut rester un petit peu modeste et puis être conscient d'abord de ce qu'on est capable de maîtriser ou pas, même si c'est jamais inintéressant de se lancer dans des choses un petit peu nouvelles. Et puis pour mettre un petit bémol sur la préparation, je pense que la préparation, c'est toujours un moment où, grosso modo, tout se passe bien. C'est-à-dire que le premier match officiel n'est pas apparu, tout se passe bien. Dans les matchs amicaux, la victoire ou la défaite,
tout le monde la relativise, les spectateurs, les supporters, des dirigeants, des coachs et des joueurs. Tout le monde relativise ses statistiques, ses temps de jeu, et donc les premiers vrais écueils n'apparaissent que rarement dans la préparation, sauf vraiment quand on sait pas le recrutement et qu'on doit changer. Et puis arrive la mi-septembre, et là on a les premiers matchs officiels, et là on est vraiment dans le début des difficultés. Donc c'est une très bonne phase définitive, cette préparation, mais il faut vraiment prendre du recul à des moments donnés sur ce qu'on fait dans cette phase de préparation et savoir que la suite va être plus difficile, sans être pessimiste. Ok, merci à toi, JC. Donc pour conclure, déjà je m'excuse auprès de tout le monde et tous ceux qui essayent de regarder le live pour ce problème technique, en espérant qu'on arrive à le résoudre le plus rapidement possible. On se donnera rendez-vous le dimanche pour un nouveau live. Je remercie en tout cas les intervenants d'être restés avec nous et d'avoir pu partager un petit peu de leur savoir, en sachant que c'est qu'une infime partie de ce qu'ils sachent. Et puis je vous remercie beaucoup et à très bientôt. Merci coach JC, merci coach Hervé et merci coach Pascal. Merci à toi. Merci à vous. Merci beaucoup à tous. Merci. Bonne journée.